Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à soutenir l'émission sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Et maintenant, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le Dr Trita Parsi. Le Dr Parsi est un écrivain suédois d'origine iranienne, cofondateur et vice-président exécutif du Quincy Institute for Responsible Statecraft, ainsi que fondateur et ancien président du National Iranian American Council. Le Dr Parsi écrit abondamment sur la politique étrangère et entre autres ouvrages est l'auteur de Treacherous Alliance, The Secret Dealings of Israel, Iran and the United States. Dr Parsi, bienvenue à nouveau dans India and the Global Left. C'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. La dernière fois que nous vous avons reçu, vous aviez dit, après le conflit Iran-Israël de juin, nous pourrions voir d'ici décembre une poussée israélienne vers une guerre contre l'Iran. Nous n'avons pas vraiment de guerre pour le moment, mais NBC News a rapporté que Netanyahou doit rencontrer Trump lundi pour plaider en faveur d'une guerre israélienne contre l'Iran. Pouvez-vous nous parler de ces informations? Quelles mises à jour avons-nous à ce sujet? Oui, j'ai écrit dans mon article d'août que du point de vue d'Israël, la logique d'engager une nouvelle guerre est assez claire. Ils n'ont pas réussi à atteindre les objectifs qu'ils espéraient accomplir lors de leur première attaque. Ils avaient 3 objectifs. 2 ont échoué et 1 a réussi. Celui qui a réussi consistait à entraîner les États-Unis dans la guerre. Mais les 2 autres, faire s'effondrer le régime et soumettre l'Iran à la domination et à l'hégémonie militaire israélienne, comme ils l'ont fait avec le Liban et la Syrie, des pays qu'Israël frappe à volonté en toute impunité et sans l'implication des États-Unis, ont échoué. Les Israéliens n'ont pas atteint ces objectifs. Et si l'on y regarde de plus près, pendant presque 2 ans, les Israéliens ont dû être poussés à accepter un cessez-le-feu. Et même lorsqu'ils ont fini par accepter, ils l'ont immédiatement rompu. C'était à Gaza. Au Liban, pendant plus d'1 an, c'était la même histoire. Dans le cas de l'Iran, après 9 jours, ce sont les Israéliens eux-mêmes qui ont demandé un cessez-le-feu. La raison en était que les missiles iraniens leur avaient réellement infligé des dégâts importants. Et si l'on s'arrête à ce moment-là, on constate qu'ils ont obtenu exactement le contraire de ce que Netanyahou cherchait à accomplir. Il voulait établir une position de domination sur l'Iran, mais il a fini par créer une situation où il a déclenché une guerre et n'en est sorti qu'avec une dissuasion neutre. Les 2 camps peuvent dissuader l'autre. Les 2 camps peuvent lui infliger des dégâts. Et c'est exactement le contraire de ce que recherchaient les Israéliens. Ils cherchaient la subjugation. Ainsi, tandis que certains voient dans la dissuasion mutuelle une raison d'éviter une nouvelle guerre, mon argument était que c'est précisément pour cette raison qu'il y en aura une autre. Car la doctrine militaire israélienne ne tolère pas qu'un autre pays hostile à Israël, et Israël considère essentiellement que tous les pays sont soit hostiles, soit subordonnés aux États-Unis, et donc dépourvus de la capacité d'être hostiles, puissent dissuader ou restreindre la liberté totale de manœuvre d'Israël. L'Iran le fait actuellement, et c'est précisément pour cette raison que les Israéliens risquent de déclencher à nouveau une guerre. Ce que j'ai écrit dans l'article, c'est que la période la plus probable serait avant la fin décembre, en raison du calendrier politique des États-Unis. Le 29 décembre, Netanyahou va venir dans cette ville, et une fois encore, il va faire pression pour la guerre. Ce que cet article soulignait, et je pense l'avoir également prédit dans mon texte, c'est que la question ne porterait plus sur le nucléaire. L'attention se déplacerait vers les missiles, en partie parce que bien sûr ces missiles se sont révélés réellement efficaces et que les Israéliens n'ont pas besoin d'inventer une menace.
and the Israelis don't have to make up a challenge. But also because at the end of the day, Mais aussi parce qu'au bout du compte, tant que l'Iran ne sera pas soumis, les Israéliens trouveront un autre prétexte pour entraîner les États-Unis dans une guerre jusqu'à ce qu'ils atteignent leur objectif. Ainsi, même si les Iraniens devaient capituler, par exemple lors de négociations avec les États-Unis sur la question nucléaire, cela n'aurait aucune importance, car cela ne mettrait pas fin au conflit. Cela le déplacerait simplement du nucléaire vers les missiles. S'ils capitulaient sur les missiles, alors ils auraient accepté une domination totale. Mais même s'ils finissaient par posséder autre chose, les Israéliens y verraient une nouvelle menace existentielle et s'en serviraient comme prétexte pour déclencher une autre guerre, ce qui est précisément la raison pour laquelle les Iraniens ne capituleront pas. Finitibaus, du Greta kept half stets grazier distais the envor. having a very significant war if the Israelis started again. Et ce passage de la centralité du programme nucléaire iranien vers, comme vous l'avez écrit, et comme beaucoup d'autres l'ont souligné, le programme de missiles balistiques iranien. Pensez-vous que cela résulte de la performance de l'Iran pendant le conflit de juin, ou bien cela a-t-il toujours été le cas, mais qu'Israël n'a simplement pas réussi à trouver un récit juridique ou moral autour du système de missiles, contrairement au programme nucléaire? Around the missile system as opposed to the nuclear program. Je pense que le dernier point que vous soulevez est très important. Je ferai remarquer qu'aucune justification juridique n'a été trouvée par les Israéliens. La centralité du programme nucléaire a toujours été le moyen le plus efficace d'amener l'Occident à se concentrer sur l'Iran et à pousser vers une forme de confrontation militaire. Ce n'était pas que le programme nucléaire lui-même était central, sans en diminuer l'importance. Mais ce n'était pas la question essentielle. Ce qui était central, c'était de savoir si l'Iran avait la capacité de contester la domination d'Israël. Il ne s'agit pas de la sécurité d'Israël, mais d'assurer sa domination. Et qu'il s'agisse de missiles, d'armes nucléaires ou d'autres choses, l'objectif principal a toujours été de s'assurer qu'aucun pays de la région ne puisse remettre en cause cette domination. Maintenant, si les Iraniens devaient construire des armes nucléaires, bien sûr que ce serait un défi, mais ce n'est pas ce qu'ils faisaient, et les Israéliens le savaient très bien. Dans la communication publique utilisée par le gouvernement Netanyahou, ils affirmaient devoir attaquer parce qu'ils disposaient de renseignements montrant que l'Iran construirait des armes nucléaires en quelques semaines, ou les aurait en quelques semaines. Mais dans les comptes rendus des réunions internes du cabinet israélien qui ont fuité, Netanyahou ne parle pas de quelques semaines, il parle de quelques années. Énorme différence, car cela signifie que ce n'est pas imminent. Mais en outre, les Israéliens affirment depuis 1992 que l'Iran est à quelques années de posséder une arme nucléaire. Donc apparemment, rien n'avait changé. Tout cela avait été entièrement monté de toutes pièces. Il n'y avait aucune justification réelle à la guerre fondée sur des progrès nucléaires accomplis par les Iraniens. En réalité, l'urgence venait plutôt du fait que les Iraniens et les États-Unis pouvaient effectivement parvenir à un accord nucléaire sur la base de la dernière proposition que les Iraniens prévoyaient de présenter aux États-Unis ce dimanche-là, après le bombardement israélien du vendredi. Cette proposition semblait apparemment assez attrayante et aurait pu être acceptée par les États-Unis. Et cela a peut-être été un élément déclencheur essentiel de l'attaque israélienne. Non pas parce que les Iraniens étaient réellement proches de fabriquer une bombe. Donc, dès le départ, encore une fois, je ne dis pas que ces questions ne sont pas importantes, mais elles servent de prétexte à la confrontation. Une partie de la raison pour laquelle il déplace maintenant le débat loin du programme nucléaire, c'est que Trump a déclaré qu'il avait anéanti le programme nucléaire.
Il a utilisé ce langage précisément pour s'assurer que les Israéliens ne reviendraient pas en invoquant l'argument nucléaire comme une autre raison de déclencher une guerre. Mais il n'a pas tout à fait compris que les Israéliens déplaceraient simplement les objectifs vers un autre sujet, ce qu'ils ont exactement fait aujourd'hui. Quelle est votre lecture de la réaction de Trump à la proposition de Netanyahou de relancer une guerre avec l'Iran, compte tenu des divisions parmi les détenteurs ou les courtiers du pouvoir aux États-Unis? D'un côté, il y a les faucons de l'Iran, le caucus républicain au Congrès, des figures comme Lindsey Graham, ainsi que la classe des donateurs, Miriam Adelson et d'autres. Puis il y a le secrétaire d'État Marco Rubio, qui est lui aussi un fervent partisan d'une ligne dure envers l'Iran. Et de l'autre côté, on trouve des personnalités comme Tucker Carlson. Quelle est, selon vous, la répartition des forces entre ces deux courants? Car cela serait déterminant dans la réponse de Trump à la proposition de Netanyahou. Je pense que ce n'est pas l'équilibre entre ces deux camps qui importe, mais plutôt la perception que Trump a de cet équilibre. Et c'est ce qui rend la situation beaucoup plus difficile à prévoir. Mon impression est que l'équilibre a clairement basculé en faveur de Tucker Carlson, Steve Bannon et de nombreuses autres voix qui s'étaient opposées à la première attaque. Peut-être ont-ils laissé passer cela, mais ils sont certainement contre toute nouvelle attaque. De plus, au milieu de tout cela, l'autre grand sujet à l'ordre du jour est Gaza et la patience de chacun. Même les amis de Netanyahou à la Maison-Blanche commence à perdre patience face à son sabotage du cessez-le-feu. Il se heurte donc à une forte résistance sur cette question également. Mais d'un autre côté, comme vous l'avez souligné, il y a de grands donateurs très favorables à Israël et leurs voix ont du poids. La question est de savoir comment Trump perçoit cet équilibre alors qu'il aborde des élections de mi-mandat qui s'annoncent très difficiles pour lui. Vous savez, il n'a pas récolté autant d'argent que Kamala Harris, mais il l'a battu assez nettement. L'argent est important, mais ce n'est pas le seul facteur. Le facteur le plus déterminant, surtout dans ces élections de mi-mandat, c'est la participation. Et la participation sera faible du côté républicain, car Trump lui-même n'est pas sur le bulletin de vote. Il y a donc beaucoup d'éléments qui jouent en défaveur de Trump sur cette question. Injecter plus d'argent dans la campagne ne suffira pas forcément à résoudre le problème. Il doit en réalité mobiliser sa base, les inciter à sortir et à voter. Être entraîné dans une nouvelle guerre 2 fois pendant son premier mandat par Israël, après avoir déclaré qu'il était le président de la paix, celui qui ne déclenche pas de guerre, je pense personnellement que cela va jouer en sa défaveur. Mais je ne sais pas si c'est ainsi qu'il le perçoit. Il a trouvé séduisante l'idée de céder aux Israéliens en juin 2020, en abandonnant complètement la diplomatie. J'ai pensé que c'était une énorme erreur, mais c'est ainsi qu'il l'a vu. Il considère encore aujourd'hui que cela a été un grand succès pour lui, même si la question nucléaire n'est pas résolue. Et maintenant, 6 mois plus tard, les Israéliens reviennent frapper à sa porte en disant « Hey, nous avons une autre guerre à te vendre ». Je voulais vous interroger un peu sur vos réflexions concernant la relation entre Israël et les États-Unis en ce qui concerne la question de l'Iran. D'un côté, il y a ce que nous venons d'évoquer, l'idée que les divisions au sein de l'administration américaine ou la perception de l'équilibre des forces entre ces deux parties sont déterminantes pour la décision finale que prendront les États-Unis. Mais il existe une autre vision, que je pense être principalement iranienne, selon laquelle il s'agit en réalité d'un seul et même empire, et que ces divisions sont largement secondaires. Les intérêts des États-Unis et d'Israël dans la région sont essentiellement identiques. On peut évoquer certaines différences dans les stratégies d'investissement,
les projets d'infrastructure dans le cadre des accords d'Abraham, et ainsi de suite. Mais en matière de sécurité, de renseignement et de puissance militaire, c'est une seule et même entité. Je me demande ce que vous pensez de ces deux façons d'envisager la relation entre Israël et les États-Unis du point de vue iranien. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison de dire que le point de vue prédominant du côté iranien consiste à considérer Israël et les États-Unis comme les deux faces d'une même pièce, et que les différences qui peuvent exister entre eux sont plutôt tactiques, marginales. Au bout du compte, les États-Unis, vous savez, se plient au désir israélien, et ce que font les Israéliens sert en fin de compte les intérêts américains. Il existe, aux États-Unis, un courant pour lequel cette lecture est exacte. John Bolton ou l'aile néoconservatrice, par exemple. D'ailleurs, dans le cas de John Bolton, il ne se considère même pas comme un néoconservateur. C'est simplement un néo-impérialiste. Et pour eux, Israël est un avant-poste utile au Moyen-Orient, une extension de la puissance américaine. C'est une entité qui amplifie la puissance américaine. Mais pour beaucoup d'autres, et ce n'est pas seulement une différence, mais une différence croissante, les intérêts des États-Unis et d'Israël divergent en réalité, et cela depuis un certain temps. Si cela ne s'est pas encore clairement manifesté dans la politique, c'est en partie à cause de l'influence des voix pro-israéliennes à Washington. Mais si la conception iranienne, et il n'est pas tout à fait exact de dire qu'elle est uniquement iranienne, était vraie, alors nous n'aurions jamais eu le JCPOA. À ce moment-là, nous avons vu l'administration Obama affronter réellement les forces pro-israéliennes, le gouvernement israélien, l'AIPAC, et l'emporter. Et puis, depuis lors, bien sûr, nous avons vu l'administration Trump, lors de son premier mandat, s'aligner complètement sur le gouvernement Netanyahou, en se retirant du JCPOA, en permettant aux Israéliens d'annexer le plateau du Golan, en déplaçant l'ambassade, en acceptant les accords d'Abraham, qui consistaient essentiellement à donner aux Israéliens tout ce qu'ils voulaient et à sacrifier les Palestiniens. Les États-Unis ont accordé un tas de concessions à d'autres pays pour qu'ils reconnaissent et normalisent leurs relations avec Israël. Qu'est-ce que les États-Unis y gagnent? Une fois qu'on voit ce genre de choses, il n'est pas difficile d'en tirer la conclusion qu'ils sont peut-être simplement les deux faces d'une même pièce. Mais il y a un autre aspect à cela. Et regardez ce qui se passe en ce moment. La seule fois où le gouvernement Netanyahou a accepté un cessez-le-feu, c'est lorsque l'administration Trump les a menacés de conséquences s'ils ne le faisaient pas. Le problème, bien sûr, c'est que les Israéliens y consentent, mais commencent très vite à le remettre en cause et à le violer. À moins que les États-Unis n'exercent une pression prolongée et soutenue, le changement de politique israélienne ne sera tout simplement pas durable. Et c'est là une partie du défi avec l'administration Trump. Contrairement à Biden, ils savent comment faire pression sur Israël et comment lui dire non. Biden ne l'a jamais fait. Mais la capacité d'attention de Trump n'est pas particulièrement longue et il ne maintient pas la pression. Et les Israéliens le savent, et ils savent exactement comment gérer ce genre de situation. Mais je pense qu'il est très clair que les intérêts des États-Unis et d'Israël divergent. Regardez la stratégie de sécurité nationale de Trump. Elle affirme que leurs intérêts au Moyen-Orient vont diminuer. C'est le scénario cauchemardesque pour les Israéliens. Ils ont constamment combattu cette tendance dans la pensée américaine. Celle qui dit que les États-Unis devraient se tourner vers l'Asie, que le Moyen-Orient n'est plus aussi important. Pourquoi sommes-nous si surmenés? C'est quelque chose contre lequel les Israéliens se battent depuis les 4 ou 5 derniers présidents. Et ces 4 ou 5 derniers présidents ont dit la même chose, plus ou moins, mais n'ont pas agi en conséquence.
Trump l'a dit lui aussi, et il l'a inscrit dans la NSS, mais il n'agit pas en conséquence. Parce que s'il accepte une autre guerre, demain ou dans 2 jours, quand le Premier ministre israélien sera ici, alors une fois de plus, l'administration tient un grand discours sur le retrait du Moyen-Orient, tout en se laissant finalement entraîner à y revenir. Mais il y a cette différence. Et l'autre élément qui change vraiment et qui est essentiel pour comprendre la situation, c'est que ce n'est plus seulement à gauche qu'une part importante s'est retournée contre Israël. Cela s'est déjà produit il y a 10 ou 15 ans. La fusion entre, en particulier, le mouvement Black Lives Matter et le mouvement pro-palestinien est très puissante à gauche. C'est la première fois que nous voyons à quel point les choses ont changé à droite. Les gens de droite se retournent désormais de manière assez spectaculaire contre Israël, en partie à cause de la façon dont Israël traite les chrétiens en Palestine. Mais plus que tout, c'est à cause de cette perception, confirmée au fil des 9, puis des 12 premiers mois de Trump, selon laquelle Israël est le pays qui pousse sans cesse les États-Unis à entrer dans de nouvelles guerres. Et les gens de droite se sont fortement opposés à la guerre pour de nombreuses raisons. La principale, c'est qu'ils sont ceux qui en payent le prix. D'où viennent les soldats américains? Ils ne sont pas recrutés à Brooklyn, ni dans d'autres grands districts démocrates. Ils viennent d'Alabama, d'Arkansas, de ces circonscriptions républicaines. Et c'est dans ces circonscriptions rouges que ces soldats reviennent, soit dans des cercueils, soit amputés, atteints de stress post-traumatique, rentrant chez eux, se suicidant, rentrant sans emploi. Ce sont donc eux qui paient le prix de ces guerres sans fin. Et c'est en partie pour cette raison qu'on observe un virage aussi marqué vers une position anti-guerre chez les républicains et à travers Trump. Cela ne se traduit pas forcément dans les faits, je ne dis pas qu'il en est à la hauteur, mais il existe désormais un mouvement anti-guerre très fort à droite. Et ils sont aussi de plus en plus critiques envers Israël. En raison de leur culturally stressing en fait pousser sans cesse les États-Unis à s'engager dans l'incursion au Moyen-Orient. Quel est votre sentiment concernant les États arabes dans ces conflits? Il me semble que, bien que les États arabes aient complètement abandonné ou capitulé sur la question de la Palestine, ils ne veulent pas d'une guerre ouverte avec l'Iran. Comment pensez-vous que les États arabes négocient autour de cette question? Une guerre israélienne contre l'Iran ou une guerre israélienne potentielle? Les États arabes sont de plus en plus inquiets à propos d'Israël, et je parle en particulier des pays du CCG. Il est compréhensible qu'ils le soient devenus, non seulement à cause de l'attaque contre Doha, et certainement pas seulement à cause de ce qui se passe à Gaza, du génocide à Gaza, mais aussi parce qu'ils ont vu, sous Biden, que toutes les restrictions imposées à Israël avaient été levées et qu'Israël avait obtenu une totale carte blanche. Et si vous êtes à leur place, ils ont dû commencer à se dire « Attendez, cela pourrait devenir vraiment dangereux pour les pays du CCG. » Parce que si les États-Unis sont désormais totalement réticents à dire non à Israël, je parle des années Biden, que se passerait-il si les Israéliens décidaient de s'en prendre à l'un des États du CCG? C'est exactement ce qui s'est produit lorsqu'ils ont bombardé Gaza comme ils ont bombardé Doha. Et comme l'a dit un haut responsable du CCG dans un cadre privé, le CCG a appris à gérer sa relation et ses tensions avec l'Iran. Ils ont même réussi à collaborer avec l'Iran à certains moments. C'est donc une relation plus complexe. Ils ne sont pas tous bienveillants envers l'Iran, ils le considèrent toujours comme une menace, mais ils savent comment gérer cette situation. Mais comment gère-t-il Israël alors qu'Israël n'a aucune contrainte et que les États-Unis ne sont disposés à en imposer que de manière épisodique? Il est naturel qu'ils aient cette perception.
C'est pourquoi le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaïdi, a déclaré lors du dialogue de Manama plus tôt cette année, en septembre je crois, que nous savons depuis longtemps que la principale force de déstabilisation dans la région n'est pas l'Iran, mais Israël. C'est une déclaration majeure, car il ne disait pas que c'était quelque chose de nouveau. Il a dit, nous le savons depuis longtemps. Maintenant, d'autres États du CCG ne le diront peut-être pas aussi explicitement, mais j'ai l'impression que ce point de vue devient de plus en plus fort parmi eux. Ils ne veulent pas d'une guerre avec l'Iran, car ils savent qu'ils en paieraient le prix à cause de la déstabilisation. De plus, l'Iran a été affaibli au cours de l'année et demie écoulée, et par conséquent n'est plus perçu comme une menace aussi importante. Mais Israël, lui, l'est. Israël est perçu comme une menace. Et je pense qu'il est important de comprendre qu'une partie de la raison pour laquelle les États arabes se sont unis et ont poussé Trump à proposer ce qui a fini par être appelé le plan de paix de Trump tenait en partie à ce qui se passait à Gaza, mais surtout au fait que la guerre de Gaza commençait à se propager à d'autres États. Et ils étaient terrifiés à l'idée que sans un changement dans la trajectoire du comportement d'Israël, ce qui nécessitait un changement dans l'approche des États-Unis envers Israël, la guerre ne s'étende à leur territoire. Je pense donc qu'il est important, lorsque nous constatons que cela ne profite pas vraiment aux Palestiniens, de comprendre que ce n'était pas conçu pour cela. Ce n'était pas son objectif principal. Évidemment, ils voulaient voir un cessez-le-feu. Je pense qu'ils sont très déçus qu'il n'y en ait pas un véritable. Mais ce qu'ils voulaient, c'était quelque chose qui mette plus ou moins fin au massacre à Gaza. Pas résoudre le problème, et certainement pas le résoudre en faveur des Palestiniens. Ce n'était pas dans leurs moyens d'aller aussi loin. Ils avaient simplement besoin d'un changement de trajectoire, car sinon leur propre sécurité était réellement menacée. Bien que les pays du CCG se méfient d'Israël, il me semble qu'ils ont toujours cru que les États-Unis pouvaient discipliner Israël. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'ils ont toujours fini par capituler face au projet israélien dans la région au sens large. Même pendant le conflit de 12 jours, en réalité, même avant cela, nous avions déjà montré que les pays du CCG s'inquiétaient de ce que faisait Israël, en raison de ses actions précédentes en Palestine, au Liban, ainsi que des bombardements en Syrie. Mais au final, ils n'ont rien fait. En fait, ils ont fait bien plus. Ils ont soutenu toute la campagne d'attaque contre l'Iran. L'une des raisons est qu'ils comptaient sur les États-Unis, pensant que ceux-ci seraient capables de contenir Israël. Ma question pour vous est la suivante. En particulier après la guerre de 12 jours, pensez-vous qu'Israël puisse déclencher une guerre de son propre chef sans feu vert américain? Alors tout d'abord, ce que vous avez dit, je pense que c'est très important. Le CCG s'est appuyé sur sa relation avec les États-Unis pour discipliner et contenir Israël. Sous Biden, cela a complètement échoué et il y a eu de profondes frustrations. Sous Trump, à au moins 2 reprises majeures, cela a fonctionné. Et encore une fois, c'est en partie la raison pour laquelle je pense que beaucoup de ces États restent assez silencieux ou assez indulgents face au fait que les Israéliens violent le cessez-le-feu. Parce qu'au bout du compte, le niveau de violence est plus faible qu'avant et cela a changé la trajectoire. Ils sont simplement ravis de voir que Trump était sensible à leur pression, alors que Biden ne l'était pas. Est-ce suffisant? Clairement, ce n'est en rien suffisant. Et en privé, beaucoup d'entre eux disent que c'est une catastrophe. Mais c'était encore plus désastreux. Vous faites référence au cessez-le-feu avec l'Iran. Le cessez-le-feu et l'ensemble du plan de paix, c'est un plan terrible, vraiment terrible.
Mais c'était celui qu'il fallait pour changer de l'approche américaine envers Israël, ce qu'il a fait, du moins momentanément. Et maintenant, si Netanyahou est de retour, c'est en partie pour discuter de cette question. Apparemment, la patience s'épuise à la Maison-Blanche, mais il reste à voir s'ils exerceront à nouveau une pression sur Israël pour qu'il revienne à un véritable cessez-le-feu. Quant à la deuxième partie de votre question, les Israéliens peuvent-ils commencer cela seuls? J'ai parlé avec d'anciens responsables israéliens ayant servi sous Netanyahou, et ils estiment que d'un point de vue militaire, ce serait désastreux pour Israël de le faire. Mais c'est pourtant quelque chose que Netanyahou pourrait faire afin de déclencher une guerre, en pariant que, une fois le conflit engagé, il lui serait plus facile d'y entraîner les États-Unis, surtout s'il y a d'importantes attaques iraniennes ou des événements à forte perte du côté israélien. On pourrait alors assister à une sorte de second mini 7 octobre, même si ce sont les Israéliens qui auraient déclenché la guerre. Les Israéliens joueraient à nouveau la carte de la victime et renforceraient considérablement les forces pro-israéliennes aux États-Unis, exerçant une pression sur Trump pour qu'il entre en guerre, alors même qu'il s'agirait d'un conflit initié par Israël sans coordination avec Washington, et probablement après des déclarations américaines explicites disant « Nous ne vous suivrons pas dans cette guerre ». Une fois la guerre commencée, Netanyahou pourrait estimer que la dynamique tournera à son avantage. Et c'est en partie pour cette raison que de nombreux Israéliens craignent non seulement que Netanyahou agisse ainsi, mais qu'il le fasse, malgré le fait que cela aurait des coûts importants pour Israël lui-même. Si l'on se place du point de vue de Netanyahou, il faut garder à l'esprit que dans environ 10 mois, des élections auront lieu en Israël. Ce ne sont pas des élections qu'il peut reporter en poursuivant ou en déclenchant une autre guerre. Il a déjà réussi à repousser de nouvelles élections auparavant, lorsque sa coalition menaçait de s'effondrer grâce à ces guerres et en les prolongeant. Mais ces élections fixées, il ne peut pas les modifier. Et s'il ne déclenche pas une guerre avec l'Iran d'ici là, et d'ici là auront également lieu les élections de mi-mandat aux États-Unis, ce qui pourrait changer la donne de manière assez spectaculaire du côté américain. S'il ne déclenche pas de guerre, alors il aura accepté une nouvelle normalité. Et cette nouvelle normalité serait son héritage, une dissuasion mutuelle entre l'Iran et Israël. Ainsi, malgré le déclenchement de la guerre, malgré les lourds dégâts infligés aux Iraniens, la mort d'un grand nombre de leurs hauts responsables militaires, de scientifiques nucléaires et de milliers de civils iraniens, ainsi que les destructions massives d'infrastructures, tout ce qu'il a obtenu, c'est une dissuasion mutuelle, soit exactement le contraire de ce qu'il voulait. Donc je pense que si l'on se met à sa place, il est désespéré de déclencher une nouvelle guerre, avec ou sans les États-Unis pour commencer. Mais son calcul, c'est qu'une fois la guerre lancée, il entraînera les États-Unis dedans. Je voudrais conclure par quelques questions plus larges. Ma première question est, quelle est la place centrale de la Palestine dans la relation entre l'Iran et Israël? Nous savons que c'en est une partie importante, mais s'agit-il uniquement du soutien de l'Iran à la résistance en Palestine? L'attitude belliqueuse d'Israël, son intention d'établir une domination, pour ainsi dire, dans la région, se limite-t-elle à son projet de Grand Israël, et dans la mesure où l'Iran agit comme un facteur de dissuasion? Ou cela va-t-il au-delà de la Palestine, englobant une région qui s'étend jusqu'au Golfe Persique et au-delà? Je dirais en réalité que ce n'est même pas une question secondaire. Peut-être un sujet de troisième ordre dans tout cela. Pas une grande partie de la relation. Si cela avait été central, la situation aurait été très différente dans les années 1980,
lorsque les Iraniens étaient beaucoup plus agressifs dans leur rhétorique contre Israël et plus actifs dans leur soutien à certains groupes du côté palestinien. Mais c'était aussi l'époque où les Israéliens poussaient les États-Unis à se rapprocher de l'Iran, à lui vendre des armes et à ne pas accorder trop d'attention à la rhétorique venant de Téhéran. Ce que l'on observe dans les années 1990, c'est le moment où les relations entre l'Iran et Israël deviennent vraiment tendues. Et ce n'est pas à cause du soutien de l'Iran aux Palestiniens. Ce soutien s'est en réalité intensifié par la suite. C'est plutôt en raison d'une nouvelle situation géopolitique dans laquelle les Israéliens craignaient qu'un Iran renforcé n'émerge comme la nouvelle grande puissance régionale. Ils pensaient que l'Iran pourrait se rapprocher des États-Unis et que ces derniers perdraient alors Israël comme nation pivot dans la région. Car en dehors du contexte de la guerre froide, quelle était réellement la valeur stratégique ajoutée d'Israël pour les États-Unis? C'est aussi à ce moment-là que les Israéliens modifient leur discours. Ils parlaient autrefois de leur importance stratégique pour les États-Unis en tant que poste avancé du camp occidental au Moyen-Orient, repoussant la pénétration soviétique dans la région. Après 1992, cependant, lorsqu'il n'y avait plus d'Union soviétique à invoquer comme justification de cette relation, c'est à ce moment-là que les Israéliens ont commencé à dire que la base de la relation israélo-américaine résidait dans les valeurs communes entre les deux États. Ce n'est même pas un terme qu'on entendait dans les années 1980. Mais, en l'absence de toute raison stratégique, ils ont modifié leur discours pour affirmer qu'il s'agissait de deux États si étroitement liés par leurs valeurs et que c'était là le fondement de leur relation. Mais ils craignaient que tout cela ne s'effondre si les États-Unis se liaient d'amitié avec l'Iran, alors qu'à l'époque, les Iraniens faisaient de gros efforts pour se réconcilier avec Washington. À ce stade, regardez ce qui s'est passé pendant les négociations du JCPOA. Le gouvernement Rouhani est resté plus ou moins silencieux sur la question palestinienne, n'a presque rien dit à propos d'Israël. Lorsque les Israéliens ont attaqué Gaza en 2014, le profil iranien est resté très très discret. Comparez cela à 2009, cela n'a rien changé. Les Israéliens ont été aussi agressifs qu'on pouvait l'imaginer, car la grande menace n'était pas la position de l'Iran sur Israël et la Palestine. Ce n'est pas dire que c'était secondaire, mais ce n'était pas la menace principale. La véritable menace, c'était que les États-Unis et l'Iran puissent réellement mettre fin à leur inimitié et enterrer la hache de guerre. C'est précisément ce contre quoi les Israéliens luttaient avec acharnement, et cela tenait à ce qu'ils appellent leur peur de l'abandon. À leurs yeux, si l'Iran et les États-Unis devenaient amis, les tensions irano-américaines diminueraient considérablement. La région ne deviendrait pas anarchique, et les États-Unis auraient alors beaucoup plus de facilité à quitter le Moyen-Orient pour concentrer leur attention sur l'Asie. Du point de vue israélien, ils se sont posé une question cruciale. Si les États-Unis et l'Iran deviennent plus ou moins amis et que les États-Unis quittent la région, cette réduction des tensions entre l'Iran et les États-Unis s'accompagnera-t-elle d'une réduction proportionnelle des tensions entre Israël et l'Iran? Leur réponse fut non. Je pense qu'ils se trompent largement sur ce point, mais c'est néanmoins ainsi qu'ils le percevaient. La rivalité entre l'Iran et Israël perdurera, mais désormais les Israéliens n'auront plus un soutien automatique des États-Unis, car ces derniers déplaceront leur attention vers l'Asie. En conséquence, Israël se retrouverait face à un Iran hostile. Ainsi, quelle que soit la manière dont on l'examine, la question palestinienne sert souvent davantage de justification publique. Un outil que les Iraniens utilisent pour mobiliser le soutien contre Israël et renforcer leur propre leadership dans le monde musulman. Mais ce n'est pas le cœur du problème.
En réalité, il suffit d'observer le comportement de l'Iran au cours des 2 dernières années face aux actions israéliennes à Gaza. Certes, Téhéran s'est montré plus véhément que beaucoup d'États arabes, mais la comparaison reste peu flatteuse, compte tenu des piètres performances de ces derniers. Mais les Iraniens ont constamment cherché à désamorcer la situation et à empêcher la guerre de s'étendre au-delà de Gaza. C'est pourquoi ils n'ont cessé de dire au Hezbollah de ne pas attaquer Israël. Ils ne voulaient pas que cela serve de prétexte aux Israéliens pour élargir le conflit. Aujourd'hui, les Iraniens ont complètement échoué, car Israël a bombardé 7 pays au cours des 2 dernières années et a même étendu la guerre jusqu'au territoire iranien. Mais si les Iraniens s'étaient réellement engagés uniquement pour la cause palestinienne, si cela avait été véritablement central pour eux, leur comportement aurait été très différent. Ils auraient pu faire ce que le Hamas pensait ou espérait qu'il ferait, à savoir qu'une fois le Hamas entré en guerre contre Israël le 7 octobre, le Hezbollah et l'Iran se joindraient automatiquement au combat. Aucun des deux ne l'a fait. Oui, je comprends ton point de vue à ce sujet. Je me suis souvent posé cette question à plusieurs reprises. Lorsque tout le système impérial occidental est dirigé contre un pays tiers comme l'Iran, dans quelle mesure est-ce vraiment une question morale de se demander si l'Iran en a fait assez dans la mesure de ses moyens? Et même, est-ce la bonne question à poser? Que l'Iran n'en ait pas fait assez pour aider ou montrer sa solidarité avec les Palestiniens, alors que les Israéliens et les Américains commettaient un génocide à Gaza. When the Israeli Americans were conducting genocide in Gaza. Eh bien, ce que vous soulignez encore une fois me semble tout à fait juste. Ce que vous dites, c'est qu'au bout du compte, les Iraniens défendent avant tout leurs propres intérêts nationaux. Cela ne veut pas dire que la cause palestinienne est sans importance, mais ce n'est pas l'élément central qui les pousse à agir, ce qui est tout à fait naturel. Ce n'est d'ailleurs l'élément central pour aucun autre pays. Aucun pays ne se sacrifie réellement entièrement pour les Palestiniens. Si c'était le cas, les Palestiniens auraient sans doute déjà un État. Les Iraniens en ont-ils fait plus que la plupart des États arabes? Beaucoup d'Iraniens le soutiendraient. J'animais un panel avec l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, au Forum de Doha, et il a défendu avec force l'idée que les Iraniens en ont fait bien plus que nombre de ces États arabes. En réalité, tous les États arabes, selon son argumentation. Et c'est en partie la raison pour laquelle il est personnellement sanctionné par les États-Unis, alors qu'il n'y a pas beaucoup de responsables arabes, voire aucun, qui le sont pour cette raison. Je pense donc qu'il est juste de dire qu'ils ont beaucoup fait, mais je ne crois pas que ces actions aient été motivées par la charité envers les Palestiniens. Elles ont été entreprises parce qu'ils, et c'est là que je suis probablement en désaccord avec le Dr Zarif, agissaient selon leurs propres intérêts nationaux. À l'époque, du moins, les Iraniens considéraient le soutien aux Palestiniens comme un élément de leur rivalité avec les Israéliens, l'un des instruments dont ils avaient besoin contre Israël. Et je pense que c'est encore une fois la stratégie des Palestiniens, même lorsqu'ils ont été soutenus. En ce moment, il y a beaucoup de rhétorique venant de Turquie sur la manière dont elle soutient la Palestine. Au niveau public en Turquie, bien sûr, l'opinion publique est très fortement en faveur des Palestiniens. Les responsables turcs me disent avec insistance tout ce qu'ils ont fait pour les Palestiniens. Et ils ont effectivement fait certaines choses. Cela ne fait aucun doute. Mais il est aussi très clair qu'au bout du compte, il s'agit de la Turquie pour les Turcs. Et ce n'est pas une situation anormale. C'est une situation tout à fait normale. En ce moment, on va avoir davantage de tensions entre Israël et la Turquie. Et ce n'est pas à cause de Gaza, c'est à cause de la Syrie.
C'est à cause de la manière dont la Turquie et Israël interagissent. Ils empiètent l'un sur l'autre dans leur sphère d'influence nouvellement établie. Leur rivalité va se manifester non seulement en Syrie, mais aussi au Somaliland, dans la Corne de l'Afrique, où les Israéliens sont le seul pays à reconnaître le Somaliland comme un État indépendant, une région où les Turcs sont très actifs. Ils y ont même une base dans la Corne de l'Afrique, qui est essentielle à leur politique africaine. On voit donc ces rivalités géopolitiques se jouer dans plusieurs zones différentes. Les Israéliens ont-ils reconnu le Somaliland par sympathie, ou bien l'ont-ils fait dans le cadre d'un calcul géopolitique plus large, un calcul qui implique de plus en plus une compétition avec la Turquie ainsi qu'avec l'Iran? My final question about Ma dernière question concerne le récit, plus précisément le récit des médias occidentaux sur l'Iran. Nous avons observé un changement significatif de l'opinion publique en Occident à propos d'Israël et de la Palestine, en particulier à cause du génocide diffusé en direct qu'ils ont commis. Bien sûr, les grands médias traditionnels ont été complices de ce génocide, tout comme ils l'ont été dans la construction de récits hostiles à l'égard de l'Iran. Mais ma question est la suivante. En ce qui concerne les récits occidentaux sur l'Iran, il me semble que peu de choses ont changé. Peut-être dans une certaine mesure, oui, mais pas autant que pour la Palestine, et ce pour diverses raisons. L'une de ces raisons est la vague de manifestations sur les campus et la place centrale qu'a prise la cause palestinienne dans les universités américaines. En tant que spécialiste de l'Iran, quelle est, selon vous, la perception de l'opinion publique occidentale à l'égard de l'Iran? Regarding Iran. Ainsi, le changement s'est produit concernant la Palestine, sans aucun doute, en particulier chez les jeunes Américains. Je n'ai vu aucun sondage d'opinion qui relie cela à d'autres États de la région. Autrement dit, leur opinion sur l'Iran, le Qatar ou la Turquie a-t-elle évolué de manière significative en corrélation avec leur changement de point de vue sur la Palestine et Israël? Ce serait très intéressant de voir si cela s'est produit. Je soupçonne que chez les plus jeunes, il y a peut-être un peu de cela, mais certainement pas au point de suggérer que les pays ayant défendu la cause palestinienne en aient beaucoup profité, ni que les jeunes aux États-Unis ou en Europe aient fondamentalement changé leur manière de percevoir le conflit israélo-palestinien. S'il existe, je soupçonnerais tout de même que ce n'est pas très significatif. Mais encore une fois, je ne fais que spéculer, car je n'ai vu aucun sondage et je pense qu'il serait très intéressant d'en réaliser un. En général, le discours sur l'Iran s'est en réalité durci, car les récits médiatiques et gouvernementaux sont devenus plus pro-israéliens et par conséquent plus anti-iraniens aussi. Je veux dire, le chancelier allemand a déclaré qu'Israël et l'Amérique attaquaient l'Iran. Il a dit qu'Israël faisait le sale travail de l'Europe. Israël fait le sale travail de l'Europe en bombardant l'Iran. Nous parlons d'un cas où les Israéliens ont déclenché une guerre illégale et ont également violé la Convention de Genève en attaquant des sites nucléaires. Et tout cela se déroule entre la 5e et la 6e série de négociations. Ainsi, non seulement on ne condamne pas une violation manifeste du droit international, mais on l'adopte et on la justifie. Et dans une large mesure, c'est parce qu'à mesure que la guerre à Gaza s'intensifiait, l'Allemagne en particulier est devenue presque une annexe des récits israéliens. C'est aussi en raison du rôle de l'Iran dans le soutien à la Russie contre l'Ukraine, ce qui avait déjà empoisonné les relations entre l'Europe et l'Iran. Ainsi, dans les récits étatiques comme médiatiques, le ton est devenu encore plus agressif et négatif qu'auparavant, au point que les Allemands condamnaient bien sûr la Russie lorsqu'elle a attaqué les installations nucléaires ukrainiennes et s'appuyaient alors fortement sur le droit international.
Aujourd'hui, ils ont complètement mis cela de côté et ont même soutenu une guerre lorsque les Israéliens l'ont déclenchée. Donc, d'un côté, il y a cela. De l'autre, il y a la situation dans laquelle le soutien de l'Iran à la Russie avait déjà considérablement aggravé les choses. Mais l'écart entre la perception du public sur l'Iran et le discours du gouvernement à propos de l'Iran est-il aussi grand que celui concernant la Palestine? Pas du tout. Je dirais que l'écart est bien plus faible. Il a peut-être un peu augmenté à cause de la Palestine comme effet secondaire, mais je soupçonne qu'il n'a pas tant grandi que cela. Je suppose qu'une partie de la raison, peut-être une petite partie, je ne sais pas à quel point elle est petite ou grande, mais une partie de la raison est aussi que le courant de la gauche libérale a une vision extrêmement négative de l'Iran. Leur point de vue sur la Palestine. Ils peuvent encore considérer que le problème en Israël vient de la politique d'extrême droite de Netanyahou et non de l'ensemble du projet sioniste. Ils n'admettraient pas que le Hamas ou une partie de la résistance constitue un véritable projet anticolonial. Néanmoins, ils soutiennent une partie de la résistance palestinienne et du projet de libération anticoloniale. En revanche, concernant l'Iran, ils sont tellement attachés aux projets féministes libéraux, aux notions libérales de démocratie, d'élection, de religion et ainsi de suite, que leur vision de l'Iran devient extrêmement négative. On se retrouve donc avec ce soi-disant projet libéral de gauche dont la perception de l'Iran est presque intolérante, alors que ce sont les mêmes personnes qui seraient anti-israéliennes. Pas forcément de la même manière que nous, mais d'une autre façon. Je pense que nous devons reconnaître ce que le régime iranien fait subir à son propre peuple et que la répression des femmes est bien réelle. Naturellement, cela suscite beaucoup d'opposition et de ressentiment, en particulier dans certains milieux de gauche. Tu as tout à fait raison à ce sujet. Je pense que le problème plus profond réside dans la manière dont certains politiciens, des figures assez influentes, utilisent cette situation, non pas pour réellement défendre les femmes ou le peuple iranien, mais dans le cadre du projet pro-israélien plus large auquel ils adhèrent. C'est particulièrement vrai pour certaines voix allemandes sur cette question. Les mêmes personnes qui frappent du poing sur la table au nom des droits humains en Iran, des droits des femmes en Iran, s'efforcent en même temps de justifier un génocide en Palestine. Ainsi, toute prétention morale qu'ils affirment avoir relève entièrement du fantasme. Ils ont exercé une influence considérable sur une grande partie de la gauche européenne, façonnant la perception générale de l'Iran. Mais je pense que pour que la perception de l'Iran change radicalement, l'Iran lui-même devrait aussi changer de manière tout aussi radicale. Or, des changements sont en cours. Par exemple, à bien des égards, les manifestations et les protestations menées par les Iraniens après la mort de Mahsa Amini ont été en réalité assez réussies, car un immense bouleversement culturel est en train de se produire. Le gouvernement n'ose même plus tenter d'imposer le port du hijab. Il ne cherche plus à mener ce combat, car il n'y avait même pas de soutien parmi les conservateurs iraniens pour cela. Une majorité de conservateurs iraniens soutenaient le hijab, mais pas son caractère obligatoire. Et ils ont vu cette surréaction et cette terrible répression comme quelque chose qui n'a fait qu'affaiblir la situation géopolitique de l'Iran, à la fois à cause des tensions entre la société et le gouvernement, et à cause de la manière dont certaines voix, beaucoup d'entre elles issues de la gauche libérale, en ont profité pour accentuer encore les tensions ou la pression sur l'Iran. Donc il y a cet élément-là. Mais encore une fois, je pense, désolé, que nous assistons à une situation dans laquelle, à mon avis, une grande partie de la gauche libérale est aujourd'hui un peu perdue. Ils ont misé énormément sur l'idée qu'il fallait absolument vaincre la Russie et que l'expansion de l'OTAN n'avait rien à voir avec la guerre.
Et cela leur revient complètement en pleine figure car l'expansion de l'OTAN a certainement eu quelque chose à voir avec la guerre. NATO expansion certainly had something to do with the war. In fact, it had quite a lot to do with the war. It's not the only factor. En réalité, cela avait beaucoup à voir avec la guerre. Ce n'est pas le seul facteur. Amanda Sloat, la directrice du Conseil de sécurité nationale pour l'Europe sous Biden, l'a d'ailleurs admis par inadvertance lorsqu'elle pensait s'adresser à des Ukrainiens qui étaient en réalité des Russes se faisant passer pour des Ukrainiens. C'est partout sur Internet en ce moment. Mais ils ont mis tellement d'espoir dans ce projet. Et ce faisant, ont abandonné leurs convictions anti-guerre qu'ils avaient construites en s'opposant à l'Afghanistan, à la guerre en Irak, et ainsi de suite. Car soudainement, ils avaient trouvé une bonne guerre. Et il s'est avéré que ce n'en était pas une. C'était une autre guerre qui aurait pu être complètement évitée si l'Occident avait adopté une position beaucoup plus raisonnable lors des négociations. Car l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'a jamais été envisageable. Ça a toujours été une illusion. L'OTAN n'a jamais eu l'embargo assassin entre l'Ukraine. NATO was never going to let Ukraine into. So the only thing that they were essentially defending Ainsi, was the la seule chose qu'ils défendaient réellement, c'était le concept, non pas l'adhésion effective, mais l'idée que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN. Et pour cela, nous avons maintenant 4 années de guerre, une dévastation totale, plus de 200 000 ou 300 000 morts. Et pourquoi? Je pense qu'il y a une profonde crise au sein de la gauche libérale et qu'elle aura du mal à retrouver sa position morale et encore plus de mal à retrouver sa position stratégique car elle s'est trompée sur cette question. Et sur la Palestine, elle a été entraînée vers cette position par son aile progressiste, du moins dans le contexte américain. Elle n'y est pas allée d'elle-même. Elle y a été poussée. Et même là, nous avons vu, sous l'administration Biden, que l'aile progressiste n'avait pas le pouvoir d'imposer un changement de politique à Biden. En réalité, non seulement sous Biden, mais aussi pendant la convention démocrate et durant l'élection, ils ont écarté ces voix et ils ont perdu l'élection à cause de cela. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles plus de 19 millions d'électeurs qui avaient voté pour Biden en 2020 ne se sont pas déplacés en 2024. Ils sont restés chez eux. Ils n'ont pas voté du tout. Ils n'ont pas voté pour Trump. Ils n'ont pas voté pour Jill Stein. Ils sont simplement restés chez eux. Et 29% d'entre eux, la plus grande part, ont déclaré l'avoir fait à cause de la politique de Biden sur Gaza et de celle du Comité national démocrate sur Gaza. Et c'est encore une fois cette même gauche libérale qui prétendait détenir la supériorité morale en raison de sa position sur l'Ukraine, position qui s'est révélée ne pas être morale du tout. Nous allons nous arrêter là, Dr. Parsi. Ce fut une conversation formidable et je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup de m'avoir invité. D'accord, je t'enverrai le lien une fois que nous l'aurons mis en ligne demain. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.